je vais attaquer avec le sujet en tête, le sujet chapeau de ce webinaire, les challenges liés au déploiement d'une solution MES. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 3 industriels autour de la table qui vont présenter tour à tour un retour d'expérience autour de leur déploiement, de leurs défis, de leurs challenges et de toutes les choses dont ils pourraient vous partager aujourd'hui. Et c'est ensuite Olivier Guillon qui prendra le relais pour une table ronde avec ces 3 mêmes industriels qui va questionner et qui devrait compléter les questions que vous pourrez vous poser. Malheureusement, c'est pas Stéphane Crépé, le président du club MES aujourd'hui, qui fera l'introduction, puisqu'il y a quelques problèmes techniques de son côté, mais au moins je prends le temps de le présenter. Je me présente également, je suis Marc-Antoine Saillant, responsable de la commission événements et actuellement en poste chez Sofine en tant que marketing manager. Également dans la salle, Florent Tonson, qui est secrétaire du club MES et dirigeant de la société EasyTech. Voilà, aujourd'hui le club MES grandit. Parmi les grands messages qu'on a à vous faire passer, vous le voyez avec de plus en plus de membres actifs sur ce club MES. On en décompte une trentaine aujourd'hui. Raison de cet événement aujourd'hui. Je vais laisser chaque industriel se présenter très brièvement et comme ça au moins vous pourrez mettre un visage sur un nom. Et je vais passer la parole à Julien Pinet, puisque je choisis l'ordre, puisque j'ai organisé une bonne partie de l'événement. Julien, après donc le matériel de chantier, on va basculer dans le flaconnage, si mes informations sont bonnes. Tout à fait. Donc, bonjour à tous à nouveau. Petite présentation rapide puisqu'on l'a fait juste avant, mais je suis responsable informatique au sein du groupe Axiom Packaging depuis bientôt 10 ans. J'ai participé à la mise en place de l'ERP et du MES sur les différents sites étrangers et au gros projet, on va dire, de centralisation du MES et de l'ERP en 2019-2020 avec un déploiement progressif sur tous les sites depuis, avec le dernier site qui a été déployé au premier semestre 2024. Nous avons ici en interne la compétence avec des petits développements internes sur le MES, donc pas mal d'autonomie sur des petites évolutions, des ajustements, corrections de bugs aussi, il peut y en avoir. Et après, pour des développements plus conséquents, là, on fait appel à notre partenaire MES Creativity. Donc, présentation du groupe. Le groupe Axiom Packaging, c'est 6 sociétés, plus la holding Axiom Packaging, avec des sociétés en France, Loire Plastique, Actipack et Lapac, mais aussi des sociétés à l'étranger, principalement en Europe, exclusivement en Europe pour le moment. Actipack CZ en République tchèque, KKT en Allemagne et Silté en Italie, ce qui nous permet de couvrir une bonne partie du territoire européen. Le groupe Axiom Packaging, c'est 77,5 millions de chiffre d'affaires consolidé. Donc voilà, c'est plutôt une entreprise qui fonctionne bien et aujourd'hui, on sait qu'on a pas mal de produits dans les rayons des magasins. Le groupe Axiom Packaging propose des solutions d'emballage complet, en standard ou en spécifique, pour répondre aux besoins des clients. On fournit un ensemble de flacons et capsules ou de pots et bouchons pour les différents marchés, la chimie, le détergent, l'agroalimentaire, pour tout ce qui est respect des normes de sécurité alimentaire, l'hygiène beauté et éventuellement d'autres marchés divers pour des pièces plus techniques ou du sur-mesure selon les besoins du client. Notre métier s'articule autour de 2 technologies bien précises. L'injection plastique pour les capsules et bouchons. C'est une sorte de gros moule à gaufres dans lequel on vient injecter la matière puis la refroidir pour ensuite sortir donc un joli bouchon ou une jolie capsule avec des technologies plus ou moins avancées comme les capsules bicouleurs. Et puis on a également la technologie d'injection soufflage et extrusion soufflage pour les flacons et les pots, ce qui nous permet de faire des contenants de différentes tailles et différents rendus pour les besoins du client. On fait aussi pas mal attention à tout ce qui est RSE et matière éco-responsable, avec une bonne partie de nos produits qui sont produits en matière recyclée et recyclable. Pour tout ce qui est RSE, on va faire un petit peu d'éco-pâturage sur notre nouveau site de Saint-Étienne, du don de matériel informatique sur tout ce qui est renouvellement du parc pour éviter de jeter du matériel qui serait usé, mais encore fonctionnel.
Et puis bien sûr des certifications comme le label MORE et LNE pour tout ce qui est la mise en place de matières recyclées dans la plupart de nos produits. Pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je vous ai mis quelques photos du MES en action. On peut voir donc ici qu'on a des photos de notre atelier avec les postes, ce qu'on appelle nous les postes d'étiquetage, qui vont permettre aux opérateurs de venir déclarer leur production et de sortir les étiquettes à coller sur nos palettes pour faire tout ce qui est traçabilité. On est également équipé de Pocket PC pour les différentes personnes de la logistique et faciliter les déplacements de palettes, les approvisionnements de matières pour les machines. Et puis on a également une petite partie, je dirais un peu IoT, avec des écrans connectés qui permettent d'afficher des plans qualité en live en fonction de l'ordre de fabrication qui est lancé sur le MES. Également des outils de peser des déchets qui remontent directement les informations à notre ERP via le MES pour avoir des statistiques et des TRS quasiment en temps réel. En général, le jour suivant, on peut avoir les statistiques de la veille. Et enfin, en dernier, on a fait des écrans personnalisés où on a les différents statuts des machines, le fonctionnement pour que les services de maintenance et d'automatisme puissent réagir en cas de souci et avoir une visu globale de l'état de l'atelier. Donc, l'origine du MES au sein du groupe. Le projet MES chez nous, il a démarré en 2009-2010. À l'époque, la direction voulait moderniser les ateliers et réduire l'utilisation du papier pour simplifier l'accès aux données de fabrication. L'idée, c'était d'offrir une interface très intuitive, à l'image des écrans tactiles de l'époque. C'était la période des premiers iPhones, donc tout le monde avait ce côté ludique et facile d'utiliser les applications. Et donc, c'était l'idée de concevoir un MES à cette image-là pour qu'il soit accessible à tous et notamment aux opérateurs en production. Le premier déploiement qu'on a fait a eu lieu en janvier 2010 pour la mise en production et il a été ensuite étendu progressivement à toutes les sociétés du groupe avec au départ chaque société qui hébergeait son propre MES sur ses propres serveurs, même s'il était quasiment identique de partout. La période 2010 était aussi la période industrie 3.0 avec la modernisation des ateliers et l'introduction du matériel informatique en production déjà depuis quelques années. Les objectifs du MES pour nous, ils étaient multiples. Automatiser les états TRS pour un accès simplifié aux performances de production, avoir les informations quasi en temps réel et afin d'être en mesure de sortir des états synthétiques quasiment au jour le jour. Enfin, l'objectif aussi, il était d'améliorer grandement la traçabilité pour pouvoir remonter l'intégralité de la chaîne logistique du produit final à la matière première qu'on a utilisée, ce qui est essentiel pour tout ce qui est certification ISO et principalement dans l'agroalimentaire. Et évidemment, le MES, pour nous, a facilité la gestion logistique en optimisant l'organisation du stock, de pouvoir connaître l'emplacement de ses palettes, etc. En termes d'évolution et d'intégration au système d'information pour l'ERP et le MES, on a fait le choix en 2010 d'intégrer à la fois un nouvel MES et un ERP. Les deux solutions ont donc été déployées en parallèle, ce qui a permis une intégration assez fluide entre les deux systèmes, puisque les interfaces ont été conçues spécifiquement pour l'un et pour l'autre. On a fait beaucoup d'évolutions depuis, forcément depuis 2010, et on a fait donc une partie centralisation en 2019-2020. Et aujourd'hui, à titre d'exemple, les échanges entre notre ERP et notre MES, c'est 65 000 échanges d'informations par jour, toutes sociétés confondues. Donc, comme je le disais, depuis 2010, notre MES a beaucoup évolué. On a fait ajouter pas mal de fonctionnalités plus ou moins complexes pour accompagner notamment l'arrivée de nouvelles machines, de nouvelles technologies, pour s'adapter aux spécificités des usines et des besoins des ISO, des normes ISO, etc. Partie évolutivité et flexibilité, je pense que c'est important de préciser donc qu'on a conservé le même MES depuis 2010 en le mettant régulièrement à jour, soit par des petites évolutions, soit par des ajouts de fonctionnalités majeures. En 2020, je le disais juste avant, on a fait le choix de faire ce qu'on appelle une core modélisation, c'est-à-dire de regrouper tous les processus de toutes les sociétés en un seul et même bloc qu'on pourrait diffuser sur nos différentes sociétés.
sachant que les processus se ressemblaient fortement. Aujourd'hui, ça nous permet de maintenir le système plus facilement et de déployer les nouveautés plus rapidement sur tous les sites. On modifie les processus en un seul et même endroit et toutes les sociétés peuvent en profiter directement. Le temps de déploiement est réduit et donc les coûts également. Dans notre cas de figure, c'est un aspect qui est pas négligeable. Vous imaginez bien, que reproduire des nouvelles fonctionnalités sur 6 usines à chaque fois, c'est un cauchemar. Donc le faire une seule fois, c'est beaucoup plus pratique. Le MES nous permet aussi de répondre à certains besoins très spécifiques des clients. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est la partie étiquette palette. On a un client qui nous a demandé d'afficher certaines informations très précises sur nos étiquettes, ce qui auparavant n'était pas possible pour nous. Et donc, grâce à la flexibilité, on va dire, du MES, on a pu faire des développements très spécifiques. Et aujourd'hui, on est en mesure, en fonction de la demande du client et de l'article, d'afficher des informations bien précises, un code barre à un endroit bien précis, ce qui permet aux clients d'utiliser nos palettes directement quand ils les reçoivent chez eux. Et dernier point, l'intégration de nouvelles structures, ce qui est essentiel pour nous. Grâce à l'accord modélisation, le déploiement du MES dans des nouvelles usines est extrêmement facilité et accéléré. Ça fait aussi du coup des économies en termes de déploiement. En général, déployer le MES, uniquement le MES, c'est quelques semaines de travail. Le projet global, déployer l'ensemble MES et ERP, on est plus sur, en fonction de la taille de l'usine, entre 6 mois et 1 an de préparation pour préparer tout ce qui est les données, nomenclature, articles, détails clients, etc. Mais c'est vrai que la partie MES, vraiment déploiement du MES, on est plus en général sur le dernier tiers du projet et c'est quelques semaines. Pour ce qui est du déploiement du MES, l'accueil a toujours été très favorable pour les utilisateurs, même dans les usines où il n'y avait pas du tout d'informatique dans l'atelier. Le fait que ça soit très ludique, très facile d'accès, fait que les utilisateurs qui sont plus à l'aise avec l'informatique vont s'approprier l'outil très rapidement et vont tout de suite enchaîner en aidant leurs collègues qui, eux, sont moins à l'aise pour justement s'adapter à l'outil. Et pour terminer, un aspect assez important du MES, c'est que on met un point d'attention sur les traductions, puisque encore une fois, on est dans des ateliers avec des opérateurs qui sont pas forcément bilingues, donc des logiciels en anglais, c'était un non catégorique. Et donc, encore une fois, pour nous, la flexibilité de notre MES, c'était les traductions. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Julien pour ce témoignage très complet. On sent les années d'utilisation. J'ai gardé quelques questions pour vous qui étaient déjà un peu dans le film, mais elles faisaient sens aussi. Vous pouvez tous répondre d'ailleurs, c'est possible. Comment avez-vous choisi le logiciel MES lors de votre avant-projet? Les démos vidéo sont toujours belles, mais comment valider réellement la facilité d'utilisation, la passerelle vers l'ERP, l'ergonomie, etc. Alors l'ERP et le MES initialement ont été choisis en 2010. Donc moi malheureusement je faisais pas encore partie de la société, mais des retours que j'ai pu avoir de mes collègues, il y avait une grosse partie ergonomie qui est rentrée en jeu, puisqu'effectivement c'est ce qui est censé quand même séduire les personnes qui vont l'utiliser, et donc c'était un aspect très important. Et après, côté plus technique, il y avait quand même la capacité à échanger des informations via les interfaces avec l'ERP. Et c'est vrai que la plupart des MES qui ont été sondés à cette époque-là avaient cette capacité à échanger des informations. Donc je dirais qu'après c'est plus un feeling au niveau de ce qui est présenté, et sachant que nous, le MES à l'époque, n'avait pas nécessairement de package tout prêt, tout complet. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de visuels qui ont été faits sur mesure. Après, à partir de ce moment-là, seul le porte-monnaie limite la question. Et du coup, c'est une double question. Hein. La première est assez courte sur la réponse. Le RP et SAP, est-il SAP, oui, le même pour toutes les usines? Le RP est le même pour toutes les usines, effectivement. SAP Business One, donc le petit SAP, pas le gros. Et effectivement, on a toujours eu ce duo Cubes et SAP, et donc on a challengé à nouveau en 2019-2020.
Mais au final, c'est vrai qu'on avait tellement de flexibilité et des processus assez efficaces, avec beaucoup de choses qui ont été ajoutées au fil de l'eau, qu'il n'y avait pas vraiment de sens à remettre en question tout ça, sachant que le MES répondait quasiment à tous nos besoins au jour où on l'a challengé. Super, merci Julien. Et alors, je ne sais pas si vous serez capable de répondre à cette question en entier. Alors, combien d'utilisateurs ou de postes, alors je pense concernant la partie MES, et combien de personnes pour assurer le support de cette utilisation? Alors, deux postes, deux têtes comme ça, c'est, je dirais que sur toutes les usines confondues, on doit être à peu près 30 à 40 ordinateurs au sein des ateliers. Après, on a également des utilisateurs un peu plus de bureaux qui, eux, vont venir exploiter les informations, faire tout ce qui est traçabilité, etc. Et le reste de la question, vous m'avez dit, c'était... Et combien de personnes pour assurer le support de Combien de cette personnes pour utilisation? assurer le support? Aujourd'hui, pour le groupe Axiom Packaging, on est 2 personnes au service informatique. On est énormément monté en compétences sur l'exploitation de Cubes, donc on a beaucoup d'autonomie et la maintenance se fait assez facilement. Pour nous, c'est un logiciel qui est assez stable et une fois qu'on a la compétence en interne, en général, c'est assez facile à maintenir, même si ça reste un minimum technique quand même. Super. Merci beaucoup, Julien. Eh bien, merci pour ce super témoignage. Non, bah, je sais que pour nous ici, c'est vrai qu'on a des profils très différents. Le MES et le RP, alors ça dépend de quel côté on le prend, hein. Forcément, il y a toujours un côté hyper technique, un côté hyper fonctionnel. Je dirais que pour nous, en tout cas dans notre cas, même si aujourd'hui l'exploitation et l'administration se fait surtout côté informatique, il y a quand même une participation de tous les métiers sur l'exploitation du MES, parce que le MES touche la logistique, il touche la production, il touche la qualité. Donc même si ces personnes-là, ces responsables de service, n'administrent pas forcément le MES, ils participent à son amélioration, à son exploitation, à comprendre les besoins, qu'est-ce qu'on doit faire développer ou pas, qu'est-ce qu'on doit améliorer, et ils ont besoin aussi des fois d'idées ou qu'on leur réexplique que des fois on peut faire certaines choses alors qu'ils ne l'avaient pas pensé. Donc là-dessus, ouais, c'est important. D'accord. Première question déjà, la même. Est-ce qu'il faut avoir déjà, où en étiez-vous? Déjà, vous aviez déjà démarré un processus de numérisation. Ensuite, vous aviez effectivement en 2020 passé à corps modélisation. Est-ce que aujourd'hui, c'était à refaire, si vous deviez faire ça aujourd'hui en 2024, est-ce que vous passeriez au corps modélisation tout de suite? Voilà, deux questions en une. Pour ce qui est du déploiement dans un atelier qui est pas forcément équipé aujourd'hui en termes d'informatique, je pense que c'est peut-être même plus facile que si un atelier... Alors, ça dépend du niveau d'intégration de l'informatique dans un atelier existant, mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de déconstruire, entre guillemets, pour reconstruire derrière. Quand on arrive dans un atelier vierge, bon, les opérateurs sont pas forcément habitués à interagir informatiquement. Ils ont plus l'habitude de faire leur travail au quotidien et c'est tout. Ou des fois de remplir des papiers, mais en général, on sait que le papier est rempli, puis après, c'est débrouille-toi pour saisir ça dans le système. Donc l'avantage, c'est vrai que d'amener un bloc informatique dans l'atelier, s'il est suffisamment bien conçu et ludique pour la personne, en général, comme je le disais dans la présentation, les plus à l'aise vont prendre l'outil en main assez rapidement. Et le tout, c'est de savoir s'appuyer justement, de repérer les personnes qui vont avoir vraiment bien compris comment ça fonctionne. Et ensuite, elles peuvent transmettre l'information aux personnes qui sont un petit peu moins à l'aise. Mais même aujourd'hui, on a fait le déploiement de Cité en Italie il n'y a pas très longtemps. Et après 2-3 mois d'utilisation, même les personnes qui initialement n'étaient pas forcément très à l'aise avec l'informatique, finalement, s'habituent assez bien au fonctionnement, sachant que on reste sur des opérations qui sont le plus simplifiées possible, justement pour éviter que la personne qui est en production ait des dizaines d'heures à passer sur l'ordinateur. Et pour ce qui est de la partie corps modélisation, évidemment qu'on le referait parce que ça a vraiment eu un avantage pour nous en termes de coût de déploiement. Ça facilite grandement la mise en place d'une nouvelle société. Je l'expliquais dans la diapo,
2 à 3 semaines de travail intensif sur le MES. Et entre guillemets, nous, on a un package complet qui est déployé. Alors évidemment, il n'y a pas que le MES chez nous, il y a aussi l'ERP. Mais le fait de pouvoir déployer un package complet qu'on ajuste uniquement pour les besoins spécifiques de l'usine fait qu'on a un déploiement très rapide et aussi une mise en place de nouveautés sur les sociétés qui se fait à tous. C'était une critique qui était faite auparavant de dire un tel a cette nouveauté ou un tel a reçu cette nouvelle fonctionnalité, mais pas nous. Et là, le fait d'avoir quelque chose de centralisé où chaque développement est poussé chez tout le monde, ça fait que les autres sociétés se sentent moins délaissées. Julien, même question. Quels ont été les éventuels écueils et freins à peu près le même retour. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Emmanuel, puisque c'est effectivement le côté le plus difficile, c'est de faire comprendre à l'éditeur de la solution MES notre besoin exact, sachant que en général, quand ici toutes les personnes expriment leurs besoins, elles sont dans le métier, elles ont une visu très précise de ce qu'elles attendent, et l'éditeur n'est pas forcément spécialisé dans le métier, donc établir un cahier des charges qui soit le plus précis possible sans non plus rentrer trop dans la technique, c'est assez important, et c'est un aspect aujourd'hui qu'on essaye de faire où on passe beaucoup de temps avec beaucoup d'échanges pour s'assurer justement que le rendu sera le plus proche possible aussi de la réalité. On se rend aussi souvent compte que des fois on a fait des charges beaucoup trop complexes qui prennent en compte des cas de figure qu'on avait imaginé qui se produiraient et qui en fait n'arrivent que très rarement. Donc il faut faire attention aussi à ne pas surcomplexifier ces développements en voulant prendre en compte tous les cas de figure. Et justement, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? À quel moment vous en apercevez? J'imagine que c'est pas une fois que... Eh bien, on revoit le développement quelques temps après en se disant mais ça nous embête, ça nous crée des erreurs alors qu'en fait on ne s'en sert pas. Et donc on prend des blocs de code et on les enlève. D'accord. Donc votre conseil serait peut-être de commencer un peu plus humblement, plus simplement cibler certains points précis. Tout à fait, oui. Julien, vous avez également partagé également ce... Oui, tout à fait. Nous, il reste encore beaucoup de choses à faire dans nos ateliers avec le MES. Je pense que l'une des plus grosses étapes sera de vraiment connecter totalement nos machines, parce qu'aujourd'hui c'est pas totalement le cas. On a plusieurs machines qui ne le sont pas, mais ça fait partie des axes. Tout ce qui est nouvelles technologies, nouvelles machines, connecter les machines, avoir des remontées de données en temps réel beaucoup plus fiables que du déclaratif humain. Ça fait partie des évolutions qu'il faudra mettre en place. Et je ne vois pas aujourd'hui vraiment de limite à ce que pourrait faire le MES, si tant est qu'on puisse y mettre la somme qu'il faut.